Bonjour, je remercie Alena et Mia en fait, et bien sûr la ville de Bratislava, une merveilleuse ville d'eau, d'après ce que nous avons pu comprendre en fait, de cette ville pendant les 2 jours, de cette invitation. Et donc je vous propose de changer d'échelle, de passer de la grande pensée architecturale et urbanistique au trivial, au quotidien, à l'infraordinaire. Donc cette présentation est issue d'un programme de recherche qui s'appelle l'innovation familiale, qui est financé donc par l'État français. Et donc c'est une toute petite synthèse en fait, de ce programme de recherche. Donc l'adaptation des individus au macrosystème technique déployé dans l'espace des flux est bien plus qu'une somme de détournements, de ruses, de bricolage, selon le concept cher à l'échelle de Certeau, de bricolage dirigé contre la société de consommation. Devant les contraintes techniques, économiques et architecturales de l'habitat, les individus ont la capacité, par la voie de l'innovation, à créer du nouveau au sein d'un espace de part en part traversé par des flux. L'innovation familiale va plus loin qu'une simple résistance aux objets de la société de consommation. Elle part du postulat que si l'on étudie les flux de la communication, du linge, de la nourriture, dans un va-et-vient entre le dehors et le dedans du foyer, on découvre, par la voie de l'expérimentation domestique, rupture dans la répétition des gestes, organisation singulière de l'espace, rythme domestique insoupçonné, procédure d'interprétation des techniques, dont on découvre que les habitants introduisent des procédures nouvelles, porteuses d'innovation. Collecter, ces informations renseignent sur les usages, sur les demandes de l'habitant, sur la réalité de l'acte d'habiter et constituent les marques des changements à venir. Le nouvel âge de la technicisation du quotidien suscite une interrogation sur les chemins laissés à l'individu pour un détournement, les voies possibles pour une réappropriation. L'objet, comme élément isolé, perd de sa valeur, de son identité, au profit de sa capacité à appartenir à un flux et à jouer un rôle dans une chaîne de transformation, programmable. Donc cet objet a perdu son identité au profit d'un système invisible qui traverse de part en part les espaces construits. De plus en plus abstrait, il se réduit souvent à une interface homme-machine à travers un écran, un tableau de commande. Les services à domicile, les services à la personne, comme les services collectifs, suivent cette évolution. De nouveaux services voient le jour quand d'autres se renforcent considérablement. La politique d'équipement collectif de quartier, les systèmes éducatifs, le système de santé, les grands réseaux d'énergie et de communication, etc., viennent enserrer les activités quotidiennes dans un cadre de vie fortement fluxé. À l'ère des macrosystèmes techniques, le statut de l'espace public et de l'espace domestique sont de plus en plus incertains. Le premier se voit vidé de sa substance, là où le second doit faire face à une saturation sans cesse traversée par de plus en plus d'objets circulants. L'espace public n'est plus commun et l'espace privé est de moins en moins personnel. Cette situation est à l'origine d'une remise en cause radicale de la frontière publique-privée qui cède la place à une méga-texture d'aires ouvertes aux contours indéfinis. Les limites entre privé et public se désagrègent dans un espace des flux où le statut et les responsabilités de chacun et de tous sont a priori de moins en moins cernables. Au XVIIIe siècle, les habitants des grandes villes ont essayé de définir ce qu'était la vie publique et ce qu'elle n'était pas. La nature de l'espace public est de mêler les activités et les gens dans la ville, creusée dans laquelle la diversité des intérêts, des goûts, des désirs humains se transforme en expérience sociale, explique Richard Sennett. Tandis que l'homme s'invente dans le domaine public, il réalise sa nature profonde dans le domaine privé, manger, faire des enfants, dormir. Et Richard Sennett estime que plus grande était la liberté au XVIIIe
de l'individu quand sa personnalité et son identité sociale étaient fortement séparées. L'urbanisme, l'architecture, notamment l'architecture de la place ou l'architecture des gratte-ciel, ont peu à peu réussi à séparer les activités et les gens pour les inscrire dans un mouvement continu où chacun ne fait que passer. La réunion d'une foule devient une activité spécialisée dans des lieux spécialisés, le café, la promenade piétonnière, le théâtre ou plus tard le stade de foot. Cette conception de la ville comme un espace ininterrompu de flux reliant des activités va se généraliser tout au long du XIXe et du XXe siècle. Au bout de cette évolution, l'espace public est devenu un dérivé du mouvement. Ainsi, l'espace public contemporain est un espace presque entièrement préoccupé et occupé par le mouvement et sa fluidité. Il serait pourtant abusif de croire que cette situation est particulière à l'époque récente. C'est à partir du Second Empire, en France, les voies relevant du domaine public étaient devenues trop étroites et trop peu nombreuses, que l'État va entreprendre une réforme spatiale qui ouvre la ville à toute forme de circulation. La gestion de cette circulation devient littéralement affaire d'État et relève du corps des ingénieurs et des économistes de l'État, chargés de discipliner, dans une approche rationaliste et globale, la distribution, la gestion des réseaux routiers, d'eau, de gaz, d'électricité. Ce quadrillage de l'espace s'est fait dans une logique d'efficacité. Il s'agissait de séparer, de contrôler, de conditionner, de rationaliser pour éviter tout encombrement, toute rupture de la circulation des êtres et des choses. S'invente alors une ville singulière et inédite, vaste surface sans limite, sans obstacle, ouverte, luttant sans cesse et de plus en plus contre toute forme d'immobilisme. Une fois épuisées toutes les surfaces urbaines et sous-urbaines, la rationalisation du temps devient un objectif essentiel pour lutter contre la saturation de l'urbain. Avec le flux, le lissage de l'espace est tel que les séparations spatiales traditionnelles et leurs règles de distribution s'effacent. Aux panneaux indicateurs de direction, aux panneaux signalétiques du code de la route, se superposent désormais une multitude d'indications en temps réel qui s'affranchissent de toute relation à l'espace pour projeter l'individu dans un ailleurs, celui d'une connexion généralisée, probablement faite dans un temps record. Porte de la Chapelle, 15 minutes. Prochain bus, 8 minutes. Périphérique, fluide. La vocation de la ville semble ainsi se réduire à sa circulation, dans un espace mis à disposition pour aller le plus vite possible d'un point à un autre. Une mise en connexion d'activités séparées, sans aménagement spatial possible, dans l'espace abstrait d'un compte à rebours permanent. Ainsi, dans un temps qui n'est plus objectivé mais différentiel, prochain bus, 8 minutes, l'individu reçoit des informations qui s'adressent directement à lui. L'interaction exigée de lui est celle de l'adaptabilité permanente au mouvement. Le passant solitaire, perdu dans la foule du 19e, a cédé sa place à l'individu incorporé dans un flux. L'homme public du 21e siècle se prépare à être un individu actif, forcé à l'autonomie, dans une action apprêtée pour lui, acteur d'un rituel construit pour lui. Cette mobilisation de la ville en un vaste flux n'est pas sans incidence sur la nature des usages, sur les échanges et les rituels dans l'espace public. L'espace privé est lui aussi touché. L'habitat des 19e et 20e siècles va au fil des temps se normaliser, se codifier, se réglementer. Cette normalisation se fait sous le contrôle de théories hygiénistes, architecturales, mais aussi techniques. La technique est vraiment un élément central de cette codification. Les réseaux des fluides, eau, électricité, gaz, colonnes sèches, vie d'ordures, eau usagée, gamme technique, etc. Et les réseaux de circulation, entrée, sortie, porte, couloir, transition, ascenseur, vont déterminer et organiser tout au long de ces 2 siècles la géométrie du foyer. Les réseaux assignent à chaque chose une place précise,
l'emplacement et l'usage des choses coïncident et fonctionnalise, spécialise chaque pièce. La salle de bain et la salle de bain, la cuisine et la cuisine, l'entrée et l'entrée. L'habitat va être progressivement totalement rationalisé dans la logique des réseaux. Puis, au sein de l'habitat, et non plus à son interface, les conceptions ergonomiques du logement, apparues d'abord aux États-Unis au tournant du XXe siècle, puis développées en Allemagne après la Première Guerre mondiale, vont préparer l'introduction d'équipements techniques. En France, à partir de 1950, l'argument des politiques urbaines reste l'exigence de salubrité et d'hygiène, tant publique que domestique, relayée par la généralisation du confort pour intervenir dans l'espace privé. La volonté de contrôle technique exhaustif de l'environnement, température, humidité, aération, odeur, bruit, se traduit par l'introduction d'un nouvel équipement sanitaire pour la cuisine, la salle de bain, les toilettes, et par la mécanisation progressive de certaines tâches domestiques qui conduit rapidement au suréquipement, nouvelle phase de la production industrielle. Dans les constructions réalisées par les adeptes du mouvement moderne, les finalités fonctionnelles s'alignent sur les objectifs de la société industrielle, fabrication des besoins, mécanisation, renouvellement périodique des équipements. À la fin du XXe siècle, cette nouvelle technologie, une nouvelle technologie, la technologie des flux, plus radicale, va se superposer à cette configuration. Cette technologie aura des conséquences sur les espaces autant privés que publics, je l'ai dit, au point de les traverser indistinctement. Les objets du flux, issus des technologies du portable, téléphone, ordinateur, baladeurs musicaux, les technologies d'information, RFID, géolocalisation, etc., ou encore les technologies de service, ne s'incorporent pas dans une architecture spatiale préétablie, ne s'inscrivent pas durablement dans un espace délimité. Ils ne conditionnent pas un espace, mais suivent l'individu dans ses mouvements, ses activités transportables ici et là. Son de la radio qui suit les déplacements, Internet comme mode interactif en soi, téléphone sans fil comme l'espace même de la communication, plat préparé, plat emporté, etc. Le flux dissipe toute limite spatiale. Le poids des réseaux ne se fait plus sentir. Les objets du flux sont mobiles. Leur usage crée une continuité spatiale entre des espaces disjoints, synthétisés et relayés dans et par l'individu. Dans l'habitat, mais aussi hors de lui, entre en confrontation de multiples scènes d'information, de travail, d'amitié, de commerce, de services qui se télescopent. Ce foyer ne constitue plus un espace de retrait du monde, mais se trouve traversé, fréquenté par les technologies du flux qui le coupent et le recoupent partiellement et de façon intermittente. Pour cette raison, les pièces de l'habitat sont réaffectées dans la superposition, la compatibilité et la succession des images et des activités. Dans cette configuration, l'espace privé est sans cesse sollicité, en état d'astreinte perpétuelle, de mobilisation permanente, potentiellement disposé à accueillir tout type d'activité et toutes sortes de configurations. Pour décrire les flux, il faut penser en termes de relations et d'interconnexion, car la raison d'être du flux est de substituer aux espaces traditionnels une structure apparemment ouverte, sans frontières et sans hiérarchie. Un espace isotrope, sans point fixe. Le flux est la manifestation et l'organisation des espaces contemporains, caractérisés par un mouvement qui traverse ces espaces sans les distinguer, emportant dans un courant ininterrompu les hommes, les villes, les capitaux, les informations, les données et les objets matériels et immatériels. Ce mouvement fait voler en éclats la partition espace public-espace privé de la société européenne, constituée à partir du XVIIIe siècle, au point que certains prédisent l'avènement d'une forme spatiale nouvelle, qu'il nomme l'espace des flux. Manuel Castel définit dans La société en réseau les flux comme, je cite, des séries significatives, répétitives et programmables d'échanges et d'interactions entre des positions géographiques éloignées, occupées
par des acteurs sociaux dans les structures économiques, politiques et symboliques de la société en réseau. Le flux s'affranchit des contraintes architecturales dures. Il construit une surface dégagée de tout obstacle, souple et mouvante, ne reposant plus sur une séparation franche des espaces, intérieur-extérieur, public-privé, espace de travail, espace hors travail, haut, bas, espace sonore, espace silencieux. Mais il construit, mais bien au contraire, il construit une porosité, une réversibilité des espaces entre eux. Non seulement le flux s'affranchit de l'espace public et privé, mais aussi de sa logique d'aménagement, de transition, de pause, de rythme, de parcours d'un espace à l'autre, au profit d'une synchronisation immédiate. Le flux conduit à un enchevêtrement, une superposition d'espaces physiques ordinairement séparés ou éloignés par leur concordance, par leur coprésence instantanée et comme spontanée. L'individu est incorporé au flux en même temps qu'il collabore à son efficacité. Il est sollicité et conditionné pour répondre en permanence, pour agir dans et à des situations aménagées auxquelles il donnera un sens. L'individu est en apparence plus libre de ses mouvements et de son temps, il peut travailler où il veut, quand il veut. Et dans le même temps, il est en état de mobilisation permanente, inlassablement reconduite de lieu en lieu. Une fois décrite en fait, cette question des flux, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les ressources en fait, de l'individu. L'individu donc n'est pas sans ressources, par nécessité, par besoin. Il va créer un espace plus profond qui permettra de se retrouver lui-même affranchi, libéré de la contingence des flux. Puisqu'il ne peut se protéger ni dans l'espace privé, ni même dans l'espace public, l'individu est condamné à composer et à inventer dans un monde mobilisé un nouvel environnement apte à recevoir ses aspirations. Cet espace, l'individu va le porter en lui. C'est le territoire subjectif de l'être, un espace mouvant, invisible, au plus près de chacun, configuré selon les désirs et les aspirations. Espace qui peut un temps soulager du poids du monde. Les espaces publics et privés sont des lieux concrets, limités, cernés, avec des frontières tangibles. On ne peut pas être dans l'un et dans l'autre à la fois. L'espace du flux et le territoire subjectif de l'être sont des espaces immatériels, aux frontières fixées et centrées par et sur l'individu. Les limites deviennent alors provisoires, selon le mot de Béatrice Colomina, temporaires et fragiles. Elles se déplacent en fonction des aspirations, des situations et des activités. Je vais donc maintenant vous présenter deux cas de territoire subjectif de l'être. Donc nous avons travaillé sur une vingtaine de foyers qui ont bien voulu en fait que nous observions ce qu'ils inventaient dans cet espace des flux pour se protéger en fait de cet espace. Donc, nous avons analysé du dedans au dehors et du dehors à l'extérieur trois types de flux: le flux du linge, le flux de la communication et le flux de la nourriture. C'est donc la circulation en fait, de ces activités, de ces objets à l'intérieur de l'habitat, chaque flux étant représenté par une couleur, le bleu, le linge, le rouge, la nourriture et le vert, la communication. Je vais donc vous parler maintenant de Sophie et Martial. Je regarde juste combien de temps il reste. Donc Sophie et Martial ont respectivement 27 et 26 ans. Martial il est tourneur dans une usine à la périphérie de Lyon. Il travaille le matin ou l'après-midi. Sophie elle est employée au 4/5e. Elle ne travaille pas le vendredi. Elle est employée donc comme assistante sociale dans les services administratifs d'un hôpital sud de Lyon. Ils sont propriétaires depuis 2004 dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon d'un appartement de 50 mètres carrés situé au 4e et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur. Avant de s'installer, ils ont été locataires durant 3 ans dans un autre immeuble. Ils disent que cet immeuble qui
qu'ils aimaient beaucoup en fait leur appartement parce qu'il avait des poutres apparentes. Et donc c'était un immeuble typique de ce qu'on trouve partout dans le quartier de la Croix-Rousse. Ils voulaient acheter dans ce même quartier parce que, disent-ils, c'est sympa et central. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont acheté cet appartement. Donc Sophie et Martial ne sont pas submergés d'équipements techniques ou technologiques, mais le flux travaille pourtant l'organisation de leur logement et leur mode de vie. Dans son fonctionnement, leur habitat exprime immédiatement une caractéristique forte, la transparence. Les traits, mais aussi les conséquences en fait, de cette transparence se traduisent par trois propriétés aux enjeux aussi bien esthétiques, spatiaux que sociaux. La propriété, la fonctionnalité, la réversibilité et la plasticité. D'abord donc la fonctionnalité. Ce qui saisit d'emblée dans le domicile de Martial et Sophie, c'est sa fonctionnalité. Fonctionnalité et transparence sont intimement liées, voire indistincts, sans qu'on sache vraiment laquelle détermine l'autre. L'espace est-il volontairement transparent et donc rendu fonctionnel de fait, ou bien le choix de la fonctionnalité a-t-il induit la transparence? Chez eux, tout est visible et sous la main. Aucune porte, pas de placard, c'est l'étagère qui est le module d'organisation et de fonctionnement de l'habitat. Les stocks eux-mêmes, les stocks de nourriture, les stocks de vêtements sont visibles grâce à un contenant unique qui complète l'étagère, la caisse en plastique transparente. Comme cela ne suffit pas, encore faut-il les étiqueter. Donc, ce qui permet aussi de vérifier en permanence l'état des stocks. La transparence et la fonctionnalité ouvrent l'action. Éviter l'engorgement, par exemple, la vaisselle est entreprise au moment précis où tout menace de déborder, ou le tarissement de la nourriture. La catégorisation alimentaire-vestimentaire, qui ne semble pas s'imposer, puisque le foyer est quand même réduit à 2 personnes, est comparable à une gestion quasi professionnelle. Transparence, étiquetage, gestion à long terme, puisque Sophie et Martial en fait, ne font leurs courses en fait, que toutes les 4 semaines. Comme si les règles en fait, du monde productiviste avaient pénétré très profondément le mode d'organisation familiale. Cette transparence ne s'arrête pas au monde des objets. Ce qui est aussi manifeste, ce sont les relations sociales et les fonctions domestiques. La première ne nécessite aucune adaptabilité de l'habitat à situation sociale que Sophie et Martial rencontrent. Rien n'est à cacher et même tout peut être montré. De même, les tâches domestiques sont effectuées avec évidence par l'un ou par l'autre. Deuxième caractère, la réversibilité. Le second trait qui marque chez Sophie et Martial est la réversibilité des êtres et des choses. On peut multiplier les exemples de cette réversibilité. La panière dévolue au linge sale sert aussi pour le linge propre, puisque le linge ne souffre d'aucun triage avant qu'il ne soit étendu et devienne contenant pour les courses. Les vêtements de travail sont autant de vêtements ordinaires et même les vêtements respectifs de Sophie et Martial sont indistinctement rangés. Martial va encore plus loin pour que les vêtements d'hiver sont les mêmes que ceux de l'été. Un même mode de rangement et d'organisation, l'étagère et la caisse en plastique, pour les vêtements et la nourriture. La réversibilité se poursuit dans l'exécution des tâches domestiques. Il n'y a aucune chez Sophie et Martial division sexuelle du travail domestique. Et il multiplie les possibilités d'indistinction. Chacun effectue une tâche en fonction de sa disponibilité. On peut même aller plus loin et supposer que les tâches féminines et particulièrement spécialisées comme le repassage sont abandonnées parce que l'un d'entre eux ne pourrait pas le faire. Et enfin, la plasticité. Le troisième caractère du mode de vie de Sophie et Martial est la plasticité dans laquelle ils ont installé leur pratique. Leur activité domestique et son traitement se gorgent et se dégorgent, se dilatent et se décongestionnent en fonction de la situation. Quand c'est trop plein, ils réduisent. C'est un processus donc extrêmement plastique. On trie une fois que ça ne rentre plus. Et quand ils viennent en fait à manquer, ils stockent en grande quantité. C'est le trop plein, trop de vaisselle, trop de linge, ou le vide, le tarissement des provisions, qui servent de détonateur à l'action. La stratégie de transparence génère des incidences complexes sur l'habité, l'habitant, l'habitat. On peut s'effrayer de cette mise à nu de l'espace privé, se rejet de la bienséance domestique et suivre sur la question de la transparence, par analogie,
les théories de certains spécialistes de l'information. Pour Philippe Breton, le culte de l'information devient quête de la transparence. Sa crainte est clairement exposée, que la transparence donne lieu à l'éclatement des frontières entre l'individuel et le collectif, entre le privé et le public. On peut aussi essayer d'approfondir cette stratégie mise en place par Sophie et Martial en cernant ce qu'elle recèle de potentialité. Ce qui est singulier chez eux, c'est la recherche d'une simplification radicale par la mise à distance ou la non-nécessité de gestion des contraintes. On pourrait parler de dédramatisation, de déconflictualisation de l'univers domestique. 2 siècles de division sexuelle s'effondrent ici. Et donc Sophie et Martial utilise le flux pour ce qu'il permet, la simplification, la dépassionnalisation de la vie quotidienne. L'immersion de l'activité domestique de Sophie et Martial dans le domaine des flux leur permet paradoxalement de se mettre à distance de la société de consommation sans y être totalement extérieure. Cette situation a une incidence sur l'esthétique de l'habitat, sur l'ornement, sur la monstration héritée de l'univers bourgeois. La problématique de la contemplation des apparences, de la charge sociale et symbolique qui s'incarne dans l'habitat, sont des signes attendus et compris par tous, a fait long feu. C'est une dynamique du comment émergent les choses qui s'exprime ici. On sent bien la dimension utopique que peut receler cette évolution, la dérive totale qu'elle porte aussi en germe. À chaque nouveau saut technique ou économique, écrivait Michel Foucault, qui met de côté des populations entières, dominées et assujetties. Donc, à chaque nouvelle forme de domination apparaissent des pratiques et des traditions inédites de résistance. Celles-ci engagent des procès de subjectivation, une reformulation des réalités et encore des échanges, des liens, des processus et des objets inédits qui vont à l'encontre d'une réduction de l'individu à la seule soumission. Donc, le deuxième exemple, se préoccupe en fait de la question du linge. Karine a 40 ans, Ludovic en a 39, ils sont mariés, parents de 2 enfants de 8 et 12 ans. Lui, il est chargé de communication dans une grande entreprise publique. Karine, elle, gère un local de répétition pour musiciens. Ils habitent depuis 7 ans en région parisienne, une maison de 120 mètres carrés, un ancien atelier d'artisan des années 60 de 400 mètres carrés qui a été séparé en 2, qui est niché au fond d'une impasse. L'accès au lieu et l'affectation des pièces prescrits par l'architecte a été totalement revu, bien sûr, lors de l'aménagement de la famille. Donc je voudrais particulièrement m'intéresser au traitement du linge dans cette famille. Le flux du linge chez Karine et Ludovic occupe dans tous ses états tout l'espace disponible de la maison, jusqu'aux étagères de livres, jusqu'entre les jeux pour enfants. La tâche est colossale et Karine s'y noie. Le champ lexical employé par cette femme est d'ailleurs celui de la souffrance. Je cite, « Ce linge, c'est une horreur. Ailleurs, ce truc, c'est une galère. Plus loin, ça, c'est vraiment merdique. Ou encore, je n'en peux plus de faire les chaussettes. » Elle n'a pas de mots assez durs pour dire la situation affolée dans laquelle elle se trouve. Les études récentes décrivent comment toute une partition du temps de travail domestiqué inégalitaire, malgré la prise en charge du travail domestique par les techniques et les services, machines à laver le linge, à laver la vaisselle, aspirateurs, robots ménagers, de nouvelles normes sur ce linge demeure un fardeau. À chaque saut technique, de nouvelles normes, notamment, et pour ce qui préoccupe Karine, d'hygiène, apparaissent. Tout progrès dans la technicisation des tâches domestiques conditionne une modification simultanée des normes sociales auxquelles s'agrègent de nouvelles responsabilités adressées aux femmes. Ce que ces techniques n'ont pas réduit, c'est la quantité de travail accompli par les femmes. Christian Mazzari, un économiste, définit le travail vivant au regard du système économique. Voilà ce qu'il dit. Il dit que dans la sphère domestique, on est confronté à un type de travail particulier qui devient central à l'intérieur d'un régime post-fordiste. Il s'agit du travail vivant, dans lequel le produit est inséparable du producteur. Ce travail, qui trouve en lui-même son propre accomplissement,
caractérise tous les services à la personne et s'étend toujours plus à l'intérieur de la sphère directement productive sous forme d'activité relationnelle. Il s'agit le plus souvent de travail vivant parce que bien sûr dans la sphère domestique, la machine, le capital constant, joue un rôle moins important que le travail personnel. Ce constat paradoxal a été plusieurs fois démontré par les recherches sur les effets techniques, sur les effets des techniques sur le travail domestique. Le cas de Karine est exemplaire à ce titre. La présence des biens électroménagers, plus ou moins bien acceptés, n'a pas réduit la quantité de travail vivant parce que les valeurs hygiénistes, les standards esthétiques, les codes sociaux et de nouvelles considérations écologiques contraignent Karine à multiplier le travail domestique à la fois dans la répétition des tâches traditionnelles et dans de nouvelles directions. Mais Karine est fatiguée, elle cherche un ordre, une parade à l'ordre instauré. À la remarque, ce qui est bien chez vous, c'est que tout est apparent et tout est près de la main. Elle répond qu'elle n'en peut plus, qu'elle trouve que c'est trop. Elle annonce qu'elle est en train de changer de mode de vie. Avant, j'étais très accumulation, et là, de plus en plus, ça me fatigue. Ça me fatigue pour le ménage, ça me fatigue pour plein de choses, pour le temps passé. Elle a commencé à alléger spatialement son intérieur, les meubles lourds encombrants, à atténuer le décor. Elle voudrait se débarrasser du meuble d'imprimerie sans porte qui laisse les choses apparentes. Mais déjà, elle est rattrapée. Elle spécifie que le privé n'est pas sa priorité, que le couple privilégie l'activité sociale et non uniquement l'aménagement de la maison. Le zèle que Karine déploie dans l'administration du linge, ça, c'est juste l'ensemble en fait du protocole qu'elle met en place pour le traitement du linge pour 4 personnes chez elle. Donc le zèle que Karine déploie dans l'administration du linge, qui se déplace dans la maison sous forme d'empilement, d'amoncellement, de tas, ne doit pas masquer que c'est un mode commun et ordinaire de gestion domestique actuelle de l'ordre et du désordre. La succession des tas est bien une caractéristique du domestique contemporain. Le tas comme composante naturelle du flux, processus et acte de régulation du trop-plein. Le tas participe d'une décompression de l'habitat. C'est une forme singulière de rangement, plus ou moins éphémère. Le rapprochement des choses domestiques par nature analogue est caractérisé par une circulation constante qui supporte mal la mise au placard. Les piles de documents s'entassant au rythme du travail sont une classification. Mais aussi le tas de vaisselle sale qui attend dans l'évier, le tas de linge qui transite entre 2 pièces sont les signes tangibles que l'individu ne veut pas se soumettre simplement aux règles de la bienséance domestique. Pour autant, même si le tas possède un talent de contestation des normes imposées, il est aussi, et ce n'est pas un paradoxe, le symptôme d'un espace domestique affolé. La division sexuelle du travail domestique n'est pas qu'une vieille affaire. L'intensification des tâches dévolues à la femme et la surabondance des objets dans l'habitat participent et accentuent le phénomène du tas. La surabondance qui noie Karine et envahit la totalité de la maison n'est pas encore un langage, c'est cependant un début d'esthétisation, sinon de visualisation du flux. Le chaos domestique provoque une surabondance organique, ordonne un piège matérialisé par des formes informes, un amoncellement, un amas, une masse, un tas qui indique par sa densité le niveau de non-maîtrise du flux. Le tas dans l'habitat n'a pas de statut, c'est un état, mais culturellement il ne correspond à rien. Rien de reconnu et rien d'acceptable. Les magazines montrent et proposent une image aseptisée, pure de l'univers domestique, une représentation statique, sans flux. L'état stationné de la matière, l'entassement, l'accumulation, concordant parfaitement avec le fonctionnement des flux, tel que nous l'avons rencontré, ouvre une recherche à contre-courant. Se pose la question de la maîtrise de l'environnement domestique dans cette logique d'entassement, d'accumulation. Faut-il rappeler à l'ordre comme un chacun ou basculer dans une logique de flux, accepter que le tas s'affirme en tant que tel dans l'habitat, bannir la mise au placard? Existe-t-il une esthétique du tas ou sommes-nous à contre-courant du rationalisme historique du design qui cherche jusqu'à ce jour à supprimer, à effacer, à conjurer le tas? Le design peut-il proposer des formes nouvelles, des fonctionnalités adéquates, une esthétique qui accompagne les situations et les activités domestiques contemporaines? Pour conclure, le flux et son idéologie, supposée déterritorialisée et déterritorialisante, ont une portée décisive dans le quotidien.
la technologie des flux rentre facilement dans l'habitat, dans les foyers, sans que personne n'ait son mot à dire. Les objets, les systèmes semblent acceptés. Ils existent et perdurent. Mais aussi les habitants développent, de manière souvent discrète mais efficiente, des pratiques liées à ces technologies qui inaugurent des procédures de dépliement et de repliement de l'espace, des modes d'habiter protecteurs, des agencements particuliers d'objets, des savoirs complexes, des usages originaux, des fonctionnalités inédites. Ces pratiques débordent le simple usage. Elles établissent et protègent le territoire subjectif de chacun et offrent des possibilités d'action. Du flux surgissent des pratiques hétérotopes, c'est-à-dire des manières tout à fait personnelles de façonner le quotidien dans l'enchevêtrement des activités et des espaces que cette technologie produit. Quel design dans une société d'interconnexion généralisée? Peut-être un design qui s'intéresserait aux objets d'un même flux dans une relation d'interaction dynamique au service de l'individu. Un design réglé sur les capacités humaines, un design des flux. Dans cette perspective, le designer ne pourra pas faire l'économie de la question de la régulation des objets, des fonctions et des usages. Aujourd'hui, par exemple, se connecter demeure encore un choix, résolu dans une infrastructure plus ou moins contrainte par des débits, les délais d'attente, la taille de l'écran, la qualité de l'interconnexion entre les machines, les normes, etc. Les techniques ubiquitaires sont en mesure de rendre visible cette infrastructure technique pour faire entrer chacun dans un environnement où la connexion deviendra le mode naturel de relation au monde et la déconnexion, l'exception ou l'anomalie. Il deviendra simple, évident, ordinaire, c'est-à-dire normal, pour n'importe quelle machine, pour n'importe quel objet, de se connecter à Internet. Cette connexion chronotope, c'est-à-dire en tout lieu et à tout moment, d'un objet à un autre et de tous les objets à Internet. Cette connexion chronotope, dans cet univers en fait, d'objets communicants,